Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Stevener pour ce mot d'introduction, président de la Chambre britannique. Bonne année, la santé principalement. Nous sommes donc en 2024, plus que 6 ans avant la prochaine Coupe du Monde et on va s'intéresser aujourd'hui, la prochaine Coupe du Monde chez nous, bien évidemment au Maroc, en Espagne et au Portugal. On va s'intéresser d'abord aujourd'hui à ce Maroc de 2024. Quels horizons, quelles perspectives? Vous le savez, Stevener vient de donner ce chiffre, un peu plus de 3%, 3,2% de croissance attendue pour cette année 2024. L'inflation, le pire, semble être bel et bien passé. Alors, quelles sont les perspectives économiques? Comment la démographie peut peut-être répondre davantage à cet objectif de croissance? Quel challenge en la matière? Et quel est le niveau aujourd'hui concrètement des investissements et le niveau d'inflation? On va voir un peu tous les paramètres et les prévisions pour cette année économique avec nos trois intervenants. Je précise qu'un responsable de la SOGEM devait être présent parmi nous. Malheureusement, un imprévu de dernière minute l'a obligé à annuler et il s'en excuse. Alors nous avons comme intervenant avec nous, et on va débuter dans un instant avec lui, le professeur Nabil Adel. Bonsoir, bonne année. Bonsoir, bonne année, meilleurs vœux. Vous êtes enseignant-chercheur donc à l'ESCA, l'école de management. On verra avec vous dans un instant justement quelles sont les perspectives pour cette année en vision globale, bien entendu. Quels sont les risques également en matière d'investissement, quels sont les challenges. Et puis nous parlerons de la concurrence et du secteur public. Si Ayash Relaf, le secrétaire général du Haut Commissariat au Plan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonne année à vous également. Merci, merci, bon, merci, merci. Un plaisir de vous avoir. On va passer en revue justement l'actualité de cette année 2024 pour le HEP et pour le Maroc. C'est important d'avoir une boussole et justement le recensement de la population est une des boussoles les plus importantes. Recensement qui démarrera donc en septembre prochain. On va voir justement tous ces enjeux démographiques et une perspective et une photographie de l'année et des années précédentes sur ce volet démographique-là. Et nous parlerons également au marché du travail et capital humain. Et puis Mohamed Tahamouti qui est avec nous. Bonsoir, vous êtes directeur des études économiques à Banque Al Maghrib. Bonne année. Bonne année à vous également et à tous les gens qui nous suivent et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes donc directeur des études économiques au sein de la Banque centrale et on parlera notamment inflation avec vous, mais également investissement direct étranger. Et puis on verra quel est le rôle de Banque Al Maghrib pour cette année 2024 dans le financement de l'économie marocaine. Je précise que ce webinaire, bien entendu, est le vôtre. Vous pouvez dès maintenant écrire vos questions et nous les transmettrons tout à l'heure dans la partie échange qui va durer une vingtaine de minutes. Professeur Nabil Adel, euh, j'ai une première question à vous poser. Elle est toute simple. Comment vous évaluez aujourd'hui le Maroc à cette date de mi-janvier 2024 sur ces dernières années et sur l'année à écouler? Quelles sont les principales tendances économiques qui vont façonner ce Maroc selon vous? Euh, merci Landé. Ouais, c'est une vaste question. C'est une vaste question pour plusieurs raisons. Faire le bilan économique du pays nécessite un certain nombre de cadrages méthodologiques. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où la faiblesse de la croissance au Maroc fait en sorte que nous sommes en train d'accumuler un certain nombre de déficits structurels dans beaucoup de domaines. On va essayer de structurer un petit peu l'intervention. Donc, on va faire dans un premier temps une analyse de la croissance au Maroc sur les dernières années, et puis particulièrement l'année dernière, post-Covid, et puis on va faire un essai de prévision 2024. On va essayer de voir par la suite quelles sont les pesanteurs de cette croissance et qui sont à mon niveau à situer à trois niveaux. Le poids du public, l'insuffisante attractivité du Maroc en matière d'investissement privé et le poids du secteur financier. Alors, le Maroc s'est engagé dans un exercice qu'on a nommé le nouveau modèle de développement, un travail qui est très intéressant, très riche, auquel ont contribué de brillants esprits du Maroc. Et puis, l'un des points qu'on avait retenu de ce nouveau modèle de développement, c'est le taux de croissance prévisionnel. Donc, on avait dit que le Maroc, pour pouvoir s'insérer convenablement dans l'économie mondiale et pouvoir afficher des performances économiques saines pour soutenir son modèle social, il faut un taux de croissance de 6%.
Oui, Alors, on peut d'ores et déjà, et sans suspense, constater que nous sommes très loin de ce taux. Nous sommes très loin de ce taux. Aujourd'hui, on va finir l'année aux alentours de 3,1, 3,2%. C'est à peu près la moitié moins que ce que nous avons prévu. Alors, je me rappelle ceux qui ont rédigé le nouveau modèle de développement avaient consacré tout un passage à démontrer la faisabilité de ces 6%, pour dire que c'est un chiffre qui est tout à fait réaliste. Et sur ce point-là, j'ai plus tendance à être d'accord avec eux. Nous sommes 6% pour un pays jeune et un pays dont l'économie n'est pas si grande que ça, est tout à fait à la portée. Donc, le problème de la croissance au Maroc, c'est qu'elle est faible. Donc, à 3%, on n'est pas dans un schéma qui permet d'abord de résorber les fragilités sociales et économiques et deuxièmement, d'assurer un décollage économique dans de bonnes conditions. Deuxième profil de la croissance, c'est que c'est une croissance qui est erratique. C'est quand on voit le taux de croissance, ce sont des taux de croissance qui évoluent au rythme de l'agriculture. En 2023, et peut-être certainement en 2024 et en 2025, nous allons toujours avoir un rythme de croissance global qui va rythmer par le rythme de croissance agricole et elle-même rythmée par le niveau de pluviométrie. C'est pour dire à quel point notre économie est encore fragile. Et donc, quand on voit cette fragilité intrinsèque, on ne peut que se poser la question, où sont les politiques économiques? Parce que justement, une politique économique devrait sortir le Maroc de cette dépendance quasi structurelle aux aléas climatiques et du poids du secteur agricole. Alors, on sait que l'agriculture ne représente qu'entre 12 et 13% à 15% du PIB au gré des années, mais la volatilité de sa croissance fait que soit elle tire toute la croissance économique vers le haut, soit qu'elle la tire vers le bas. Et quand on sait que la croissance économique n'est pas une croissance à forte intensité technologique, donc on ne peut que conclure qu'à final, même quand on a un bon taux de croissance agricole, le résultat final est un résultat qui n'est pas très bon pour la transformation industrielle du Maroc, puisque nous sommes sur des activités qui ont une très faible valeur ajoutée. La troisième caractéristique de la croissance marocaine, donc on a parlé de la faiblesse, on a parlé de la volatilité. La troisième caractéristique, c'est qu'elle n'est pas inclusive. Donc, nous sommes sur une croissance économique où, même s'il y a des efforts qui ont été faits en matière de résorption des déséquilibres, nous constatons que c'est une croissance qui ne crée pas suffisamment d'emplois. Je pense qu'on va finir cette année à 13,5% de taux de chômage. C'est le niveau le plus élevé, je pense, depuis la fin des années 90, donc depuis la fin du PASS. Et ce n'est pas une tendance qui est amenée à s'inverser. Quand on compare le Maroc à d'autres pays, qu'est-ce qu'on constate? Que tous les pays qui sont dans une ceinture de taux de chômage élevé, euh, comme le nôtre, qui dépasse les 10%, tôt ou tard finissent par rencontrer des problèmes sociaux. Et des problèmes sociaux qui peuvent dégénérer en problèmes politiques. Et donc, d'où l'urgence d'un taux de croissance élevé parce que ce n'est pas un luxe, il y va de la stabilité du pays. Maintenant, le Maroc réalise ce taux de croissance alors qu'il a tous les atouts pour faire du 6-7%. Je rappelle que des pays qui n'ont pas la même démographie que le Maroc est un pays jeune et cette jeunesse doit être un catalyseur de la croissance. Au contraire, nous avons un pays jeune avec des performances économiques faibles. C'est comme si nous avions sur une piste de course des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans qui se font dépasser par des seniors qui ont 60 et 65 ans. Des pays qui ont des problèmes démographiques beaucoup plus sérieux que nous arrivent à réaliser des performances économiques beaucoup plus satisfaisantes. Le Maroc, malgré un certain nombre d'atouts, et parmi lesquels l'atout démographique, n'arrive pas à enchaîner un cercle vertueux de la croissance. on verra justement, Nabil Adel, cet aspect démographique en précision avec NH Relaf tout à l'heure. Justement, les atouts aujourd'hui, vous diriez s'il y en a trois, ce seraient lesquels? Les atouts du Maroc, en dehors de sa démographie. Ah, on donne cette démographie. Alors, vous avez d'abord du marché le plus riche de l'histoire, hein, l'Europe, et qui peut, à travers le marché qu'elle offre au Maroc, offrir un fabuleux levier de croissance. Malheureusement, le Maroc
n'en tire pas pleinement profit. Nous avons des accords de libre-échange avec un marché totalisant 2 milliards de consommateurs, dont 300 millions à moins de 20 kilomètres de nous. Et pourtant, notre balance commerciale est déficitaire avec tous ces pays parce que le contenu technologique de ce que nous faisons est très faible. Nous continuons d'être un pays dont l'essentiel des exportations ne sont pas à forte valeur ajoutée si on exclut l'automobile. Et donc, ce qui fait que nous avons un gros marché à quelques kilomètres du Maroc et on n'en profite pas. Donc ça, c'est le premier atout qui est, à mon avis, insuffisamment exploité. Alors, le deuxième atout, c'est tout ce qui, cette instabilité politique dont nous bénéficions, et surtout au lendemain du printemps arabe où on a vu toute la région basculer dans le chaos et l'instabilité. Le Maroc est resté cet îlot de croissance, cet îlot de stabilité, mais malheureusement, on n'en a pas on n'en a pas profité et nous constatons que par exemple un pays comme l'Égypte, qui est en pleine instabilité à plusieurs niveaux, arrive à attirer plus d'investisseurs étrangers que nous et puis surtout à bénéficier d'un taux de chômage de 7%, alors que nous sommes à 13,5%. Donc deuxième atout que nous n'exploitons que très marginalement, c'est cette proximité enfin, cette stabilité politique. Alors, troisième facteur, à mon avis, que nous, que nous exploitons mal et qui pourrait faire la différence de croissance économique, c'est que le Maroc, même si le niveau d'infrastructure reste à améliorer, mais les efforts qui ont été faits ces dernières années en matière de mise à niveau infrastructurel devraient permettre de faciliter la rentabilité du capital, d'attirer des capitaux étrangers et d'enclencher un cercle vertueux de la croissance. Or, nous constatons que nous avons mis beaucoup d'argent dans les infrastructures routières, autoroutières, portuaires, télécommunications et autres. Et malgré ça, le dividende que nous pourrons tirer de ces infrastructures reste relativement faible. Donc voilà trois atouts dont le Maroc dispose, mais dont il ne profite pas pleinement pour justement, ne serait-ce que montrer une tendance à converger vers le taux de croissance objectif qui est de 6%. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit les projections jusqu'à 2025, jusqu'à 2026, pardon, nous sommes toujours dans le même couloir de 3% que nous avons depuis une trentaine, une quarantaine d'années. C'est-à-dire que le gouvernement actuel n'enclenche pas une rupture en la matière. Pour justement parce c'est un gouvernement qui est venu post-nouveau modèle de développement et dans sa feuille de route, on ne lui demande pas de réaliser cette taux de croissance la première année, mais plutôt vers la fin de son mandat, soit atteindre cette taux de croissance, soit au moins s'en approcher considérablement. Or, aujourd'hui, on est à moitié moins, et même les projections qui viennent d'être données par Stéphane Or montrent que finalement, nous allons rester vers du 3,5, 3,6, donc un peu loin des objectifs du nouveau modèle 2. Professeur Nabil Adel, on a tout de même cet électrochoc de bonnes nouvelles, cette Coupe du Monde qui nous projette en 2030. On sait l'effet Coupe du Monde sur une croissance économique. On a enfin une charte de l'investissement qui est opérationnelle. Est-ce que ça, ce sont deux éléments qui peuvent permettre de créer une sorte d'électrochoc favorable à davantage d'investissements en cascade, étrangers ou nationaux? Alors écoutez, je commencerai par répondre à la deuxième question sur la charte d'investissement. Alors, vous savez, un texte de loi, aussi sophistiqué soit-il, ne règle jamais un problème économique. Ok. C'est l'application de ce texte de loi qui fera que le problème soit résolu. Mais la conception en elle-même n'est pas une garantie du succès, sinon on n'a qu'à faire appel à l'intelligence artificielle pour nous sortir la meilleure réforme possible et puis on aura fait le travail. Aujourd'hui, quand on voit que le Maroc est autour de 15 000 entreprises en défaillance en 2023, c'est un record absolu. Donc ça montre que j'espère que la charte d'investissement va régler ce problème. Mais là, vous avez un indicateur. Le Marocain, il est entrepreneur dans l'âme, mais quand on voit toutes les difficultés que rencontre la TPE au Maroc pour passer la phase d'incubation, c'est-à-dire les 3 premières années, c'est vraiment un parcours du combattant. Entre une commande qui met beaucoup de temps à se confirmer, quand la commande est confirmée, elle met beaucoup de temps à être exécutée. Quand elle est exécutée, on met beaucoup de temps à la facture. Quand on la facture, on met beaucoup de temps à
à se faire rembourser. Et donc ce cycle-là, ce cycle d'exploitation qui est très lent, massacre beaucoup d'entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons une économie qui est insuffisamment ouverte au marché mondial. Un pays comme le nôtre, s'il veut décoller, il ne peut pas compter que sur son marché local. Le marché local est trop petit pour nous, il ne nous permet pas de faire des économies d'échelle pour produire moins cher et donc aller conquérir d'autres marchés. Donc il faut avoir un marché international. Et quand on voit le nombre d'entreprises marocaines qui exportent, on peut les compter en quelques centaines. Mais celles qui exportent sur des bases régulières, le chiffre est encore inférieur. Or, tant qu'on n'a pas une armée d'entreprises exportatrices, on restera sur ce couloir de 3 à 3,5%, puisque l'entreprise marocaine va dépendre du marché marocain, et le marché marocain connaît des hauts et des bas au gré des saisons agricoles. Donc sur ça, on ne fera pas la rupture tant qu'on ne déconnecte pas la PME et la TPE marocaine de ce boulet structurel qui est la dépendance chronique à l'agriculture. Maintenant, l'effet catalyseur de la Coupe du Monde. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Mais attention, la Coupe du Monde n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'elle va renforcer davantage les infrastructures au Maroc, elle va les moderniser davantage, mais s'il n'y a pas une entreprise marocaine, surtout une TPE et une PME, capable de tirer profit de ce levier, on va avoir en 2030 un pays qui est aux normes en matière d'infrastructure, un pays qui est connu mondialement, sachant que la dernière Coupe du Monde a donné suffisamment de récompenses médiatiques au Maroc, mais en dehors de ça, l'impact économique sera minime. Est-ce que l'impact économique s'arrêtera le jour où on démarrera la Coupe du Monde? On aura fait toutes les infrastructures, et s'il n'y a pas un tissu économique solide pour justement poursuivre la croissance post-mondiale, c'est un événement qui va avoir un effet prestige pour le Maroc, qui va avoir un effet infrastructure pour le Maroc, mais presque un effet nul sur la croissance économique si, et je répète bien, si on ne règle pas les problèmes structurels dans toute l'économie de l'entreprise marocaine et qui vont continuer d'ici 2030. Alors, professeur Nabil Adel, encore deux questions. C'est vrai qu'on parlait des investissements directs étrangers. Aujourd'hui, c'est quoi la situation entre investissement direct étranger, investissement domestique, et quels sont les leviers pour drainer davantage d'investissements? Vous parlez de l'applicabilité de la charte d'investissement. C'est vrai que c'est une des solutions. Si elle est bien appliquée, il y aura des effets positifs. Quels sont les autres leviers selon vous? Alors si on prend les choses d'une manière très simple, quel est le quotidien d'une entreprise au Maroc? Et là, j'aurais bien aimé que le ministère de l'inclusion économique, au moins, réunisse une centaine d'entreprises de TPE et suive leur parcours quotidien pendant 2 ou 3 ans. Et il va apprendre beaucoup de choses sur le quotidien de l'entreprise marocaine. Ce quotidien est extrêmement dur. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises ne passent pas le cap des 3 premières années. Alors ça, c'est la réalité de l'investissement privé, parce que l'investissement privé, ce ne sont pas que les grandes entreprises qui vont faire des investissements médiatiques à coût de dizaines de millions de dirhams, mais ce sont ces milliers d'entreprises qui vont investir tous les jours, qui vont faire la croissance économique. Or, quand on fait le bilan de ces TPE et de ces PME, et c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une réalité qui est extrêmement dure. Vous savez qu'aujourd'hui, le patron de TPE passe beaucoup plus de temps entre la banque, entre les impôts, entre les procédures administratives. On lui demande aujourd'hui de faire 36 000 légalisations pour le monde changement dans le statut de son entreprise, qu'à aller voir le client et le fournisseur. Et quand il va voir le client, c'est pour courir derrière un client pour avoir une commande. Quand il a la commande, il va courir pour l'exécuter. Et quand il va l'exécuter, il va courir pour se faire payer. Et ce cycle d'exploitation, ce long cycle d'exploitation, très peu d'entreprises marocaines y survivent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de faillites d'entreprises, parce que soit on n'accède pas à la commande, et quand on accède à la commande, les délais, aussi bien d'exécution de la commande que de paiement, sont tellement longs, parce qu'au Maroc, on ne voit que le délai de paiement, mais on ne voit pas les délais d'exécution d'un marché. Ils sont tellement lents qu'aucune entreprise TPE qui a été créée avec un capital de 100 000 dirhams ne peut tenir. Et donc, c'est pour ça que nous avons cette réalité. Donc, aujourd'hui,
l'une des solutions, c'est d'ouvrir davantage sur le marché extérieur pour au moins sortir de ce piège de l'économie marocaine, ouvrir la TPE sur le marché international. Sur les investissements étrangers, le Maroc, bon an, mal an, est aux alentours de 0,3% des investissements étrangers. Sa part de marché mondial est de 0,3-0,5% des investissements étrangers au niveau mondial, ce qui est très très faible. Les pays qui attirent des investissements étrangers ont un niveau d'infrastructure hautement plus sophistiqué que le nôtre, même si le nôtre n'a pas à rougir et il est l'un des meilleurs d'Afrique, mais on a encore du travail à faire pour attirer des investissements étrangers, donc du côté infrastructurel. Mais ce qui fait fuir les investisseurs étrangers, c'est la complexité de faire des affaires au Maroc. C'est extrêmement complexe. Entre les procédures administratives, entre les relations interpersonnelles, entre les problèmes de paiement, les problèmes de justice. Donc pour vous, un des maîtres mots, c'est encore davantage simplifié. C'est ce que vous dites. Un des leviers notamment, c'est encore davantage accéléré sur la simplification administrative. La simplification, il y a des je efforts pense qui que ont le été faits, gouvernement. mais encore davantage. Oui, voilà. Davantage, et puis surtout parce qu'aujourd'hui, nous tournons en circuit fermé au Maroc. C'est que la TPE marocaine va travailler avec l'entreprise marocaine, qu'elle soit grande ou petite. Et pour peu que l'année soit morose, pour que tout le circuit économique en pâtisse. Certaines arrivent à tenir leur épingle du jeu quand ils ont la trésorerie nécessaire, d'autres ne survivent pas. En revanche, quand on a une TPE et une PME qui est ouverte sur le marché international, elle compense les effets cycliques de l'économie marocaine. Quand l'économie marocaine se porte mal certaines années, l'environnement international va aider. Okay, et vice-versa. Donc on peut faire des effets de cyclicité entre marché international et marché marocain. Mais quand toutes les entreprises, ou presque toutes les entreprises qui se créent, c'est pour adresser le marché local, ben, elles vont subir les affres et les difficultés du marché local. Merci beaucoup, professeur Nabil Adel. Je rappelle enseignant-chercheur à l'ESCA, l'école de management. Vous restez avec nous. Il y a beaucoup de questions déjà. Je vous les poserai tout à l'heure, bien évidemment, et on fera réagir les différents intervenants. Ayash Renaf est également avec nous, donc secrétaire général du Haut Commissariat au Plan. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. On va donc passer en revue avec vous les aspects démographiques, puisque 2024, c'est synonyme de recensement général de la population qui démarrera, je le disais tout à l'heure, en septembre prochain. On va parler également marché du travail et corrélation avec la démographie, et puis les perspectives de l'économie nationale. Pour cette année, vous avez sorti justement le chiffre de 3,2%. Hein. Corrigez-moi si je me trompe, de perspectives pour cette année 2023. Comment allez-vous d'abord, Ayash Relaf? Merci, cher André. Alors, je crois que vous avez une présentation. On va voir avec vous justement l'actualité du HCP, qui est celle du recensement général de la population et son lien, parce que c'est une boussole importante pour les acteurs économiques, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Merci pour l'invitation. Donc, pour ce qui est du recensement général de la population, donc nous sommes maintenant sur les préparatifs pour le 7e recensement, donc depuis l'indépendance du pays. Donc, pour compter encore une fois donc notre population. Le dernier, on l'a fait en 2014, donc on respecte les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies, donc et aussi sous les orientations de Sa Majesté le Roi, donc Dieu l'assiste pour élaborer donc le prochain recensement qui sera en septembre 2024, mais maintenant nous sommes sur les travaux préparatifs pour la concrétisation donc de ce recensement. Et ce recensement il sera différent des recensements qu'on a fait auparavant. Donc d'une part parce qu'on a opté pour la digitalisation, donc ça veut dire qu'on va faire un recensement zéro papier, donc tout sera sur tablette. Il y a aussi, on va faire une formation des agents recenseurs, donc aussi une formation en ligne qui va débuter au fait le mois prochain, donc pour former les gens qui vont collecter de l'information. Mais maintenant, nous sommes sur les travaux cartographiques qui constituent au fait la base géographique, économique et humaine, donc du recensement. Et donc, en mois de septembre, ça sera donc la collecte d'informations statistiques. Et après, avec donc cette nouveauté qui est donc le 100% digital, vous l'avez dit, et ça va permettre d'avoir les résultats quasiment en simultané, quasiment. Exactement. Donc, ce que nous comptons faire, c'est essayer
publier nos résultats donc juste après donc la finition en fait du recensement. Donc c'est plus comme auparavant, ça nous prenait au moins 3 mois donc pour diffuser donc l'information statistique. Donc et les résultats en fait du recensement. Next slide s'il vous plaît. Donc, pour ce qui est de la population, donc déjà nous avons déjà nos projections donc pour la population marocaine à l'horizon jusqu'à 2050, et nous avons déjà sur notre site du Haut Commissariat au Plan une horloge de la population qui nous donne maintenant presque 37 millions de 100 000 personnes au jour d'aujourd'hui. Et donc la population donc marocaine donc elle est constituée à presque donc 60% d'une population qui est en âge donc dans 15-59 ans, donc une population, je dirais, encore plus jeune. Donc c'est une population, nous avons encore ce qu'on appelle un dividende démographique. Donc c'est une population, mais ce qui se voit aussi, c'est une population qui aussi donc avec la baisse du taux de natalité, donc une population qui va aussi être donc où la population âgée il va représenter de plus en plus une part importante. Donc, selon nos projections, donc, à l'horizon 2050, nous aurons une population de plus de 60 ans qui va dépasser les 23% de la population totale. Donc, mais la population 15-59 ans, donc c'est la population qui est importante, c'est la population, en fait, qui est la population, ce qu'on appelle la population en âge d'activité. C'est la population qui contribue, au fait, à la création de la richesse. Donc, et c'est une population maintenant, on parle de ce qu'on appelle le dividende démographique. Donc, ça veut dire que nous avons une aubaine démographique, mais malheureusement, donc l'exploitation donc cette aubaine démographique n'est pas vraiment optimale. Donc, c'est un petit peu la difficulté. Ayash Relaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fenêtre de tir d'opportunité pour capitaliser sur justement cette démographie, elle est toujours encore ouverte? Ou comment ça se résout? Next slide, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc j'ai parlé en fait, mais le suivant aussi. Donc, ici, ça on donne la répartition donc, de la population donc, pour montrer. Mais lorsqu'on voit donc, dans cette présentation-là, on donne en fait déjà la population en âge d'activité. Donc, je parlais de la population qui est de 59 ans, bien 15-60 ans, qui est maintenant dans les environs de presque 27 millions. Donc, mais 27 millions donc, de population de personnes donc, en âge de travailler. Mais en parallèle, nous avons donc ce que nous avons ici, ce qu'on appelle le taux d'activité. Un taux d'activité, ça veut dire que la part de cette population-là qui est en âge de travailler et qui est active. Malheureusement, nous avons une tendance à la baisse de ce taux d'activité. Ça veut dire que maintenant, nous sommes dans une part qui est presque de 44%. Ça veut dire que nous avons presque 56% de la population en âge de travailler qui ne travaille pas, non seulement qui ne travaille pas, mais qui n'est pas active, qui est une population qui est inactive. Donc, c'est un potentiel énorme. Ça veut dire que lorsqu'on voit, donc, ça veut dire si on n'a que 44% de cette population en âge de travailler qui est active, ça veut dire que nous avons seulement presque 12 millions de personnes qui rentrent dans le marché du travail, donc qui cherchent du travail. Et c'est là où il y a le problème. Donc, ça veut dire que déjà, il y a, donc lorsque je parle de 12 millions, donc, ça veut dire qu'il y a presque 15 millions de personnes qui sont inactives. Et dans ces 15 millions, c'est 12 millions qui rentrent dans le marché du travail, qui sont actifs. Donc, il y a 12 millions. Et donc, il y a presque 10 millions qui sont vraiment occupés. Et le reste, donc, il y a 1 million et demi qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de travail. Et le slide suivant, et donc, il donne un petit peu donc, la situation, notre dernière situation sur le chômage. Et donc, pour illustrer au fait cette sous-évaluation du capital humain, donc nous avons estimé, donc selon nos dernières estimations sur le chômage, donc où le chômage il a augmenté, donc pour dire que il y a le problème au fait de ce marché de travail qui ne crée pas assez d'emplois. Donc c'est un petit peu le problème. Donc il y a, donc je vais parler tout à l'heure au fait de la croissance économique, le problème au fait d'une croissance économique qui est en faiblesse. Mais lorsqu'on parle d'un taux de chômage global de 13%, mais lorsqu'on fait la distinction, que ce soit entre les hommes et les femmes, donc des femmes qu'il y a où le chômage qui est très élevé,
et aussi le taux d'activité des femmes qui est très faible parce que seulement 20% de la population féminine qui rentre dans le marché du travail. Donc, c'est un petit peu, et lorsqu'ils rentrent, ils font face à un taux de chômage qui est élevé. La même chose entre âges. Donc, on voit bien que la population la plus jeune qui subit le plus le chômage. Donc, voilà, c'est un autre problème. Donc, ça veut dire que on profite pas de cette population qui est âgée, qui est jeune, mais aussi qui est plus formée. Parce que le problème, lorsqu'on voit aussi dans le marché du travail, aussi on décortique la qualification, c'est aussi il y a un autre problème. Ça veut dire que l'économie, ça crée beaucoup plus d'emplois pour la population qui est de qualification qui est faible. Mais alors que la population, donc, il y a, et c'est pourquoi je dis ici une sous-valorisation du capital humain, parce que d'une part, on est en train d'investir dans le capital humain, et de l'autre côté, on n'utilise pas ce capital humain, donc il y a une sous-exploitation de ce capital humain. Donc, ce qui fait que aussi, donc, il y a un effet aussi de feedback sur la croissance économique. Donc, ce qui fait qu'il y a des croissances économiques qui sont faibles, qui ne créent pas assez d'emplois, mais lorsqu'ils créent de l'emploi, c'est de l'économie, c'est d'emplois en quelque sorte de faible qualification, qui se trouve des problèmes donc à accroître la croissance parce que sa productivité elle est faible. Donc, in fine, nous sommes dans un cercle vicieux, donc entre croissance faible, création de faible qualification et en retour donc une faible productivité qui va accroître la croissance économique. La même chose entre ce qui fait aussi, je dirais, baisser le taux de chômage global, parce que lorsqu'on parle de 13%, mais est-ce que on fait la distinction entre l'urbain et le rural? Donc, le taux de chômage au niveau urbain, c'est presque 20%, parce que le chômage dans le milieu rural, il est faible. Il est faible, c'est question aussi de définition, parce qu'il y a aussi, si on rentre aussi dans ce qui est compté comme travail aussi dans le secteur agricole, donc il y a beaucoup de choses qui est là, donc tout ce qui est aide familiale, tout ça, ce qui un petit peu fait que le chômage en milieu rural, il est faible, mais le milieu urbain, en fait, il donne plus ou moins une vision beaucoup plus claire sur le chômage, parce qu'on parle de 20% de chômage en milieu urbain. Je parle aussi dans le slide suivant aussi pour illustrer au fait cette problématique où je parlais de la croissance économique. Vous voyez, donc lorsqu'on fait une tendance de la croissance économique, donc depuis le début des années 2000, donc nous étions au début des années 2000 dans une croissance moyenne, je dirais, de plus que 5%, alors que maintenant nous sommes tombés à une croissance moyenne de moins de 3%. Donc c'est vrai, il y a l'effet maintenant de l'effet Covid qui a fait baisser la croissance économique à moins 7%. Donc après, il y a l'effet de base où en 2021, il y a une croissance beaucoup plus élevée, mais on retourne donc à une croissance qui est de 3%. Donc, c'est pourquoi donc, notre estimation déjà pour cette année, l'année dernière, donc c'était 3%. Là, on voit la photographie assez complète, effectivement, des perspectives. Alors, du passif, pardon. Et là, on va voir justement avec vous les hypothèses de perspectives pour cette année 2024. 3,2% notamment de croissance. Oui, pour nos perspectives, donc on vient de publier ce qu'on appelle chez nous le budget économique prévisionnel, donc il donne une vue d'ensemble au fait sur l'année, sur toute l'année 2024. Donc on le fait, au fait, notre budget économique, on le fait 2 fois par an. Donc on le fait au mois de juin-juillet, donc pour donner déjà ce qu'on l'appelle à ce moment-là le budget économique exploratoire. Donc c'est une exploration. Et ça aussi, pour nous, c'est un cadrage macroéconomique qu'on propose aussi aux décideurs politiques pour essayer un petit peu d'avoir une idée sur l'année, comment ça se fait. Et on revient donc en mois de janvier pour élaborer ce qu'on appelle le budget économique prévisionnel une fois la loi de finances elle est adoptée. Donc, et sur la base de ce qui a été adopté dans la loi de finances, sur la base donc de l'année agricole, donc parce que aussi donc en ce temps-là donc on a une idée plus ou moins sur l'année agricole comment ça va se passer, et aussi une estimation donc sur le prix de pétrole parce que nous sommes un pays importateur donc à plus de 90% en fait de l'énergie, donc ce qui nous apporte aussi et dans ce nombre-là. Il y a aussi une estimation donc sur la demande mondiale adressée au Maroc. Donc on fait aussi une prospection sur l'évolution de l'économie mondiale. Donc tous ces éléments-là, ça ce sont des inputs en fait pour l'élaboration de notre cadrage macroéconomique pour cette année en fait pour 2024.
Et donc, sur tout cela, donc, slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, tout cela, ça nous donne donc une prévision donc, dans les environs de 3,2% pour 2024. Donc, 3,2%. Donc, sur cette base-là, donc c'est un petit peu, c'est beaucoup, en quelque sorte, c'est une croissance où il y a la valeur ajoutée primaire, donc du fait que l'agricole, j'ai parlé un petit peu donc de la situation du secteur agricole, du fait que cette année, donc vraiment, c'est une année qui se voit déjà pas vraiment une bonne année agricole. Donc, ça va être tourné autour de 2,7%. Et la même chose pour le non agricole. Dans le non agricole, ça, il va rester dans sa tendance donc de 3,2% presque. Donc, et ça donne une croissance globale de 3,2% pour cette année. Ça, c'est donc un petit peu donc et pour le non agricole, c'est beaucoup plus donc le secteur de services. Et le secteur de services, c'est beaucoup plus donc, le tourisme, le commerce qui vont appartenir. Comme ce qui a été dit tout à l'heure par M. Adil, donc le secteur agricole, il impacte non seulement la croissance économique du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande. Donc, c'est ce qui fait un petit peu l'impact du secteur agricole sur notre économie. Donc, du fait, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont liés aussi au secteur agricole, donc les impacts aussi. Donc, il y a un impact direct du secteur agricole lui-même sur la croissance, mais impact indirect sur les autres secteurs, parce qu'il y a beaucoup de secteurs, donc en particulier l'agroalimentaire, le commerce, ce sont des secteurs qui sont vraiment liés au secteur agricole. Donc, lorsque le secteur agricole ne marche pas, ces secteurs-là sont aussi impactés. Il y a aussi l'autre impact, et que je trouve aussi qui est très important, c'est l'impact aussi de la croissance de secteur agricole sur la demande, parce qu'il y a une bonne population qui vit du revenu agricole, et donc lorsque cette population, le revenu, donc ils sont impactés par la production agricole, donc ils vont impacter aussi la demande. Et vous voyez, donc c'est pourquoi nous avons donc cet impact du secteur agricole sur la croissance économique qui fait de la volatilité au fait de la croissance économique. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, il y a aussi du côté, avant celui-là, donc pour parler un petit peu de la demande. Donc, du côté de la demande, donc, ce que nous savons avant, c'est un petit peu donc la croissance économique est tirée par la demande intérieure. Donc, mais la demande intérieure, ce qu'on voit dans l'évolution, c'est que la consommation des ménages, qui constituait en fait un facteur important pour booster la croissance économique, maintenant la croissance de la consommation des ménages, ça devient de plus en plus faible. Donc, surtout lorsqu'on voit ces 3 dernières années, parce que 2022, 2023 et aussi 2024, leur pouvoir d'achat qui va être qui a été impacté par l'inflation. Donc, l'inflation qui a beaucoup impacté la consommation des ménages et aussi non seulement l'inflation aussi c'est un facteur important, mais aussi le revenu du fait que la croissance économique elle était faible. Et donc, la croissance de la consommation des ménages ne va pas dépasser les 1,1% en 2024. Heureusement, il y a l'effort de l'État qui va donner un souffle à l'investissement public, donc parce que l'État compte investir beaucoup, donc ce qui un petit peu donne, ça booste en quelque sorte la demande intérieure. Et donc, c'est beaucoup plus un effet investissement public, beaucoup plus qu'un effet consommation des ménages. Mais malheureusement, la consommation des ménages qui reste qui vraiment accapare en fait la part du lion dans la demande intérieure. Et donc, même si l'investissement il va augmenter d'une façon importante de plus de 7%, mais du fait que la consommation finale des ménages, donc elle reste faible, c'est ce qui ne va pas donner vraiment un boost à la croissance économique. Alors, je crois qu'on a une dernière slide, c'est ça, hein? Oui, donc c'est un petit peu pour dire, on parlait aussi du déficit déficit extérieur. Donc le problème, ça reste le problème structurel au fait des déficits externes. Donc on partit donc parce que malheureusement donc il y a plus d'importations. Donc nos importations c'est presque le double de ce qu'on exporte. Et donc c'est là aussi où le bas blesse. Donc et c'est ce qui fait aussi, même si il y a un allègement du déficit des comptes courants,
mais ça reste que le problème structurel au fait du déficit commercial que l'économie nationale donc ne reste pas donc beaucoup donc à absorber. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc pour finir tout ça. Et donc et voilà et aussi donc le, je parlais aussi donc il y a problème de financement. Donc comme vous savez donc pour cette année donc il y a tout un programme donc l'État donc j'ai parlé tout à l'heure de l'investissement, tout ce qui va être fait dans le côté social, tout ce qui va être fait aussi pour le logement et tout ça donc ça demande donc des financements. Je crois qu'on a une petite coupure. Et tout à fait. Ayash Khalaf, on avait une petite coupure, on ne vous a pas entendu. Oui. Donc vous Ouais. parlez justement des. Voilà, donc c'est un petit peu. Oui, oui, voilà, pour parler au fait du déficit. On a un petit problème, ça ne veut pas. Ayash Khalaf, on ne vous entend pas. On va attendre 3 secondes, sinon c'est pas grave, on va passer avec Mohamed Mohamed sur la suite. C'est pas grave, on a un problème de connexion, les aléas du direct. On reviendra avec Ayash Khalaf, le secrétaire général du commissariat au plan dans un instant. Ah, vous êtes de retour. Est-ce que on vous entend bien? Oui, oui. On vous Je écoute pour m'excuse, donc donc, cette analyse sur le déficit budgétaire, c'est ça? Non, ça ne veut pas. Ouais. Bon, c'est pas grave, on reviendra avec vous vous tout à l'heure. pouvez. Oui. Voilà, voilà pour dire au fait, donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, voilà, pour finir sur mon dernier slide. Voilà, voilà, je parlais, donc c'est un petit peu pour dire que il y a un problème de dette, d'endettement, donc pour le financement. Et c'est parti. Non, là, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner avec vous, Mohamed Il y a un problème Tamouti. On aussi, reprendra. voilà, Agash Khalaf, on a un petit problème de connexion. voilà, Je suis désolé. On reviendra avec vous dans un instant, juste après l'intervention de Mohamed d'accord, Tamouti, cette question de la dette publique et de la dette en trésor, du trésor par rapport au PIB. Mohamed Tamouti, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur des études économiques à Banque Almagim. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre patience. Alors, on va parler avec vous, notamment, mais pas que, inflation. On va parler également investissement direct étranger. Et puis, on va voir quel rôle de Banque Almagrim cette année 2024, notamment sur la question du financement de l'économie nationale. D'abord, sur l'inflation, je crois que vous avez quelques petites photographies instantées à nous présenter. C'est vrai que l'inflation, elle a atteint ce niveau record, on le rappelle, il y a un an, à fin février 2023, elle était à un peu plus de 10%. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas arrivée à tel point, les années 80. Quelles mesures depuis ont été prises pour contrôler les variations des prix et est-ce que finalement ces mesures ont payé? Puisque, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, le pire semble être passé en tout cas en matière d'inflation. On l'espère. En tout cas, je pense pour un peu comprendre l'inflation, peut-être je devrais remonter rapidement un petit peu dans le passé. Oui, dans le temps, ouais. Voilà, je suis à la veille de la pandémie de 2020. La veille de la pandémie de 2020, c'est le lendemain de la grande crise de 2009 avec d'autres crises qui ont suivi. On est dans une ère que les économistes appelaient l'ère des taux too low ou too long. Ça veut dire une ère qu'on qualifiait les taux d'intérêt étaient très bas et tout le monde disait que les taux d'intérêt allaient rester très bas pour très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y avait une lutte acharnée contre l'inflation. L'inflation était très faible dans la plupart des pays, notamment avancés. Dans les pays européens, par exemple, on avait même parfois des taux négatifs. Et les banques centrales, il faut le dire, ils se sont donnés à fond pour faire remonter l'inflation, parce qu'en général, ils ciblent des objectifs de 2%. Pour nos auditeurs, il faudrait comprendre que l'inflation, c'est pas nécessairement zéro. Quand c'est haut, c'est pas bon, et quand c'est très bas, c'est pas bon non plus. Donc, en général, les banques centrales visent des cibles vers les 2%. Donc, avant la Covid, les banques centrales, surtout des pays avancés, se battaient pour pousser l'inflation vers les 2%. Comment est-ce qu'ils faisaient ça? Ils baissaient les taux d'intérêt pour encourager la consommation et l'investissement. Ils injectaient des liquidités énormes pour que l'argent soit disponible,
Pourquoi? Parce que derrière le mécanisme d'inflation, c'est que c'est la demande qui fait l'inflation. Ça veut dire, on suppose qu'il n'y a pas de problème du côté offre, et donc pour faire augmenter les prix, il faut que la demande augmente. Et donc c'était acquis, c'était une réalité des taux, ce qu'on appelle too low for too long. Eh bien, est arrivée la Covid en 2020, c'est la fermeture totale. Et puis là, c'est pratiquement l'économie à l'arrêt, tout le monde chez lui, pas de production, pas de consommation, l'inflation aussi vers le bas. Les prix de l'énergie, on a vu qu'il y avait des baisses assez importantes. Mais heureusement, très rapidement, on développe des vaccins, et puis on vaccine à grande échelle, et puis on commence à ouvrir. Alors, avant d'ouvrir, d'abord, comme j'ai dit, il y avait fermeture aussi bien des usines, de la logistique de transport, la logistique d'approvisionnement, la consommation qui s'affaiblit, etc. Quand on ouvre, qu'est-ce qui arrive? Il y a la demande qui reprend, il y a l'offre qui reprend aussi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le rythme de reprise de l'offre était beaucoup plus lent que celui de la demande. Donc la demande a rapidement rebondi, ou surtout la demande sur les services qui étaient pratiquement à zéro, mais aussi la demande des biens. Mais en contrepartie, le coût de transport était encore cher et l'ouverture des usines était beaucoup plus lente. Ce décalage entre la reprise de l'offre et la reprise de la demande a fait que les prix ont commencé à augmenter, quelque chose qu'on ne croyait pas quelques mois auparavant. Alors, quand ils ont commencé à augmenter, les banques centrales, surtout des pays avancés, qu'est-ce qu'elles disaient? Non, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. C'est le temps que les usines ouvrent. Et donc, si vous vous rappelez la fameuse phrase de Jérôme Powell aux États-Unis, non, c'est temporaire, c'est temporaire. Et à un moment donné, on se rend compte, eh ben, ça continue quoi. Exactement, ça continue de persister. Et on se rend compte que ça va durer pour un certain temps. Alors là, les banques centrales se sont dit, tiens, il faut faire quelque chose. Et puis arrive février 2022, et là, c'est l'éclatement du conflit en Ukraine. Évidemment, ce qui a suivi immédiatement après, c'est une crise énergétique qui s'est annoncée, les prix de l'énergie qui ont flambé, les prix surtout des produits alimentaires qui ont flambé, et donc l'inflation qui était déjà là à cause du décalage entre la reprise de l'offre et de la demande, il y a une nouvelle inflation qui est maintenant tirée par les prix de l'énergie et les prix des produits alimentaires. Et finalement, on se retrouve à enregistrer un peu partout des taux d'inflation qu'on n'avait pas vus depuis des décennies. Et donc évidemment, face à cette situation, on a vu sûrement, le mouvement de resserrement de politique monétaire le plus généralisé au monde et le plus rapide au monde. Pratiquement une grande partie des banques centrales qui se sont mises à augmenter leur taux d'intérêt et de manière simultanée. Donc on voyait tout le monde qui allait dans le même sens. Il y avait quelques pays émergents qui avaient commencé, rapidement les banques centrales avançaient, et puis tout le monde. Maintenant, voilà la situation, comment ça a été à l'international. Évidemment, le Maroc est un pays, est une petite économie, économie moyenne ouverte. On importe beaucoup de choses, on importe de l'énergie, on importe beaucoup de choses d'Europe et d'ailleurs. Évidemment, on sera affecté. Mais avant qu'on soit affecté, donc la situation qu'on avait au Maroc, c'est cette situation que vous avez sur ce graphe excepté 2022. Le Maroc était un pays qui était connu pour un taux d'inflation modéré. Si vous prenez les 20 dernières années, les chiffres du HCP vous disent qu'on était autour d'une moyenne de 1,5%. Donc il n'y avait pas vraiment de problème au niveau de l'inflation, peut-être excepté en 2008, on avait un 3,8 si je me rappelle bien, mais en dehors de ça, il n'y avait pas de problème. Maintenant, avec le lendemain de la pandémie et cette crise énergétique, on a commencé à sentir l'inflation qui rentre chez nous. Donc l'inflation au Maroc a commencé à augmenter. Évidemment, au départ, c'était des pressions, ce qu'on appelle des pressions inflationnistes qui venaient de l'extérieur. Et puis on les voyait petit à petit se diffuser aux différents biens et services, s'internaliser. Et puis l'inflation commençait à augmenter, parce que nous au Maroc aussi, on disait tiens, c'est temporaire. Ça s'internalisait, ça se diffusait. Et puis à un moment donné, il y a la sécheresse aussi qui vient rajouter, apporter sa contribution. Et on voit les produits alimentaires après volatiles, les légumes et fruits qui commencent à augmenter de manière importante. Et donc ça a fait le choc que nous avons en 2022, que vous voyez ici sur ce graphe. Ça veut dire que
l'inflation au Maroc a atteint 6,6%, c'est le plus haut depuis 1992. Maintenant, quand les prix ont commencé à augmenter à ce point, évidemment, la Banque centrale ne pouvait pas rester les mains figées, parce qu'avant cet épisode, qu'est-ce qui arrive au Maroc? On n'avait pas de problème d'inflation, donc la Banque centrale maintenait une politique monétaire accommodante. C'était principalement pour donner un coup de pouce à la croissance. Les collègues en parlaient tout à l'heure, la croissance était faible, donc on maintenait une politique, ce qu'on appelle une politique accommodante. C'était pour donner un coup de pouce à la croissance. Maintenant, on s'est retrouvé dans une situation où on a une croissance toujours faible, mais en parallèle, on a des taux d'inflation qui sont très élevés. Évidemment, il en va de la crédibilité de la Banque centrale, parce que l'une des missions principales, c'est la stabilité des prix. Et donc, la Banque centrale a commencé à agir. Donc, il a procédé à une première augmentation des taux, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, en parallèle, il faut le dire aussi, c'est important, le gouvernement a fait des choses. Il a fait plusieurs mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Par exemple, donner des subventions aux transporteurs pour que les tarifs de transport public n'augmentent pas, etc. Donc, avec tout ça, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu ce pic. Le pic, en fait, a été exactement en février 2023 où on avait atteint 10,1% d'inflation, ce qui est très élevé. Et depuis, on commence à voir une décélération. Pourquoi il y a cette décélération? D'abord, parce qu'il y a les pressions inflationnistes qui nous proviennent de l'étranger commencent à s'atténuer. Ça veut dire que l'inflation baisse chez nos partenaires, notamment en Europe. Les prix de l'énergie baissent, les prix des produits alimentaires au niveau international baissent, et même les produits alimentaires après volatiles, les légumes et fruits ici au Maroc, après l'importante hausse qu'ils ont connue, ils ont commencé à baisser, voire stagner. Et ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que l'inflation, quand on dit une inflation nulle, ça ne veut pas dire que les prix ont baissé. Ça veut dire que les prix sont stables. Donc, par exemple, sur les légumes et fruits, on n'observe pas les taux d'inflation qu'on observait auparavant, du 20-30%. Mais pour que les prix des légumes et fruits reviennent à leur niveau qu'on avait avant, il faut même avoir une inflation négative. En tout cas, avec tout ça, et avec les annonces du gouvernement dans les différentes lois de finances, et notamment, il y avait cette question qui est importante de la décompensation. Au départ, dans nos projections, on tablait sur une décompensation à partir de 2024. Finalement, dans la loi de finances 2024, le gouvernement et le chef de gouvernement au Parlement annonçaient un peu ses intentions. Donc, ça sera quelque chose de très graduel. Ça veut dire que la décompensation du gaz butane devrait aller de manière très graduelle, 10 dirhams, etc. Donc, avec tout ça, donc on a révisé nos prévisions. Et donc, on table, avec toutes ces mesures-là, on table sur une inflation cette année, on devrait terminer l'année à 6,1%. Mais à partir de l'année prochaine, on devrait revenir à des niveaux beaucoup plus raisonnables, probablement aux alentours de 2,4%. Maintenant, peut-être certaines précisions importantes. Il faudrait savoir que l'inflation ne peut pas se maintenir à des niveaux élevés de manière sans moteur important. Parce que c'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est la hausse des prix. Et imaginez une inflation par exemple à 5% annuellement, ça veut dire chaque année les prix augmentent à 5%. C'est un peu difficile à imaginer parce qu'en économie, la demande se tue elle-même quand les prix augmentent beaucoup. Ça veut dire par exemple, même les prix de la tomate, hein, c'est un bien nécessaire, etc. Il est à 15 dirhams. Donc il y a un plafond. Exactement. Et puis on commence à baisser la consommation, on commence à substituer, etc. Ce qui peut entretenir l'inflation à des niveaux élevés, c'est lorsqu'il y a des spirales. Par exemple, lorsque les salaires augmentent, dans ce cas-là, ça peut se maintenir. Ça veut dire qu'on peut imaginer une inflation à des taux élevés chaque année. Au Maroc, on a justement, Mohamed Tahamouti, c'est vrai qu'on a vu il y a des hausses du SMIC qui sont prévues, il y a des hausses de salaires qui arrivent. Est-ce que ça pourrait avoir un impact? Il y a aussi des aides directes qui ont commencé à être mises en place. Est-ce que ça peut avoir un impact ou un impact limité qui peut avoir un effet d'échelle? Je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il en aura. Il faudrait qu'on regarde qu'est-ce que ça donne comme augmentation globale. Parce que ce n'est pas parce que le SMIC a augmenté que les salaires vont. Quand je parle d'augmentation des salaires, par exemple aux États-Unis, si vous prenez les 3-4 dernières années, chaque année, vous avez une augmentation des salaires au moyen, ça veut dire pour tout le monde, la moyenne aux alentours de 5%.
On n'a pas ça au Maroc. C'est pas parce que le SMIC a augmenté à 5% que vous aurez des augmentations de salaire de 5% de la population Bien active. sûr, ça a un impact limité sur un nombre Exactement. d'emplois limité. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, bien sûr, c'est qu'il y a un enclenchement de spirale où on augmente les salaires ici, puis demain on les augmente ici. Ça peut engendrer des spirales, mais je ne pense pas qu'on est là pour le moment. Il y a le SMIC qui est augmenté, mais comme vous le savez, l'économie marocaine, il y a quand même une partie importante de l'informel, ou peut-être même ce SMIC n'est pas réellement respecté. Et puis, il y a eu quelques augmentations de certaines catégories de fonctionnaires. Quel est l'impact sur toute la population active? Il faudrait regarder l'évolution du salaire globalement. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a pas eu ce phénomène de spirale ou des augmentations des prix. Ça veut dire qu'on n'a pas une économie très formalisée où les salaires, par exemple, sont indexés sur les prix et puis vous avez les prix qui augmentent, ça engendre des salaires qui augmentent et ainsi de suite. Ça a aidé un peu à freiner l'inflation. Deuxièmement, les augmentations de taux d'intérêt qu'a opéré la Banque centrale, on les a vues passer à l'économie, au moins dans une... Vous savez, parce que quand on augmente les taux, ce qu'on appelle la transmission de la politique monétaire, c'est d'impacter la demande in fine. Et donc, mais la première phase d'abord, c'est de voir les taux débiteurs, les taux qu'appliquent les banques à leurs clients augmenter. Donc, on a vu un peu cette augmentation s'opérer, et heureusement partiellement et de manière discriminatoire, parce qu'on a sensibilisé un peu les banques. On est quand même dans un contexte de croissance pas très, très réjouissante. Donc la Banque centrale a pas mal communiqué avec les banques pour que les augmentations, les transmissions des augmentations soient fondées, soient ciblées. Par exemple, les chiffres que nous avons montrent que sur les dernières données au troisième trimestre, sur les 150 points d'augmentation du taux directeur, on a une augmentation de 112 points, mais très hétérogène. Par exemple, pour les petites et moyennes entreprises, l'augmentation a été, je crois, aux alentours de 60 à 80, alors que pour les grandes entreprises, ça a été plus que ça. Pour le ménage, c'est un peu moins. Donc, les banques ont été un petit peu discrétionnaires dans leur manière d'augmenter les taux. Parce qu'on était dans une situation complexe. On veut donner le signal que l'inflation doit revenir à des niveaux raisonnables, mais on ne veut pas tuer l'économie, sachant qu'on est dans un contexte un peu difficile. Donc, c'était une situation difficile à gérer. Et donc, après les 3 augmentations, nous avons commencé à observer la transmission et nous avons dit au départ, attendez, on regarde qu'est-ce qui se passe, on regarde, parce que les décisions se transmettent en général après un certain délai, de voir un peu quel est l'impact. Mais entre-temps, donc, on voit ce phénomène mondial de décélération de la croissance qui devrait se poursuivre normalement. Il y a des petits pics, par exemple, ce dernier mois de décembre, il y a une petite augmentation de l'inflation un peu partout, mais ce n'est pas très inquiétant pour le moment. Mais théoriquement, si ces pressions inflationnistes continuent de décélérer, s'il n'y a pas de crise énergétique importante qui va faire que les prix augmentent de manière importante, si les produits alimentaires après volatiles, les fruits et légumes, on n'a pas de hausse importante, ce qui est un peu difficile parce que si vous dites que la tomate a 15 dirhams, dire qu'il y a 10% d'augmentation, ça veut dire que la tomate va s'enflammer encore. Ça m'étonnerait. Donc, on devrait revenir à des niveaux raisonnables, comme j'ai dit. Donc, on devrait terminer cette année sur un niveau quand même élevé de 6,1, mais à partir de 2024-2025, tenons compte de l'environnement externe, tenons compte de ce qui est annoncé dans la loi de finances, notamment en matière de décompensation du gaz butane, on devrait revenir à des niveaux raisonnables. Ceci dit, nous sommes très vigilants, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, nous sommes prudents, et comme vous le suivez certainement, chaque trimestre, nous avons de nouvelles données actualisées, surtout provenant du HCP, et on regarde en détail un petit peu comment les choses évoluent. Maintenant, sur Alors, ce Mohamed même... Tamoudine, Ouais. pardon, allez-y, juste parce que le temps passe et il nous reste 3-4 minutes ensemble avant d'arriver aux questions-réponses. Je voulais juste peut-être sauter ce slide, aller au suivant, le slide 4. Oui. Voilà, ce slide, bon, c'est le slide 5 celui-là, c'est pas grave. Ça montre un petit peu un facteur 1. Voilà, ça c'est le slide 4. Donc voilà un peu comment on voit l'inflation. Donc on suppose pour nous, c'est voilà comment ça, vous avez tiré, c'est la prévision, et ce qui en continue, c'est un peu ce qui est observé. Et le slide d'avant que vous avez montré, c'est un slide qui montre un petit peu ce qu'on appelle l'ancrage des anticipations, et c'est important. L'un des facteurs les plus suivis par les banques centrales, c'est de voir est-ce que les agences attendent à une hausse de l'inflation ou pas. Et donc, on suit de très près. Normalement, quand vous avez une banque centrale crédible
les gens croient que la Banque centrale évidemment avec les autorités, vont pouvoir ramener l'inflation à des niveaux raisonnables et donc ils n'appliquent pas de taux ou ils ne se comportent pas de manière à ce que l'inflation va augmenter dans le futur. Parce que quand on s'attend à une hausse de l'inflation, on se comporte en général d'une manière qui accentue ou bien ce qu'on appelle les self-fulfilling, ça veut dire les anticipations se réalisent. On n'est pas dans ces scénarios, heureusement. Donc, le pire, je croise les doigts, est derrière nous, mais on reste très prudent. Alors peut-être une dernière question rapidement. Je crois que vous avez préparé une slide, hein, Mohamed Tahamouti, sur les prévisions, les projections pardon, de la Banque centrale sur les niveaux d'investissement, sur les flux d'investissement étrangers sur cette année 2024 et sur les prochaines années. Si on peut la parcourir peut-être en retenant deux ou trois chiffres intéressants. Je ne crois pas que j'ai préparé un slide sur ça, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur les investissements directs étrangers, on les suit de très près évidemment parce que c'est quelque chose qui impacte les comptes extérieurs, ça impacte en particulier les devises. Moi, je dirais que par rapport à ce qui a été dit auparavant, moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur l'attractivité du Maroc. Je pense qu'on performe très bien. Évidemment qu'on a une part très faible dans le monde. On n'est pas les États-Unis, ni la Chine, ni l'Europe. Si on a un 0,17 ou un 0,14, tout ça, je pense pas que c'est comme ça qu'il faudrait lire le chiffre en absolu. Mais quand on regarde par rapport à la région, par rapport à l'Afrique, on est très attractif. D'ailleurs, dans beaucoup de rapports, on sort le Maroc comme un des pays les plus attractifs. Et même si vous regardez, on n'a pas beaucoup parlé de l'environnement international, si vous regardez ce qui se passe avec cette reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, il y a certains économistes, certains médias très sérieux, tels que Bloomberg, qui classent le Maroc, par exemple, parmi les 5 pays qui peuvent bénéficier de cette reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire que on a tendance, les Européens, à aller chercher leurs inputs au Maroc plutôt que d'aller les chercher au Vietnam ou ailleurs où c'est très loin. La question qui se pose, et puis avec tous les écosystèmes qu'a développé le Maroc depuis quelques temps, il faudrait le reconnaître quand même, on est sur la carte mondiale de l'automobile, on a un écosystème automobile, mais aussi d'autres, tels que l'aéronautique qui se développe de manière importante. Chaque jour, pratiquement, on entend des annonces assez importantes. Donc, on a des écosystèmes, on attire. La question que nous nous posons surtout, c'est quel est l'effet de tout ça sur l'économie nationale? Parce qu'in fine, c'est pas si vous attirez quelqu'un qui produit chez vous, puis qui exporte, il vous fait employer quelques personnes, et peut-être il paye quelques taxes et tout ça, et c'est tout. Mais ce qu'il faudrait chercher surtout, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Ça veut dire que les industries qui exportent produisent chez vous, que la matière première provient de chez vous, que l'emploi est de chez vous, mais que toutes les pièces viennent de chez vous. La question, ce qui nous inquiète, combien de ce qui rentre est réellement ancré dans l'économie et a un effet d'entraînement sur les autres branches. C'est là où la question se pose, ou si vous le suivez dans le rapport annuel de la Banque centrale que présente le gouverneur à Sa Majesté, on est revenu à plusieurs reprises sur ça, qu'il faudrait quand même une évaluation pour voir quelle est la balance nette en devise de tout cela. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on cumule des investissements directs étrangers qui arrivent s'installer chez nous. Si vous regardez la PEG, la position économique globale, extérieure globale du pays, on est peut-être à 680, on s'approche de 700 milliards de dirhams d'investissements étrangers qui sont là installés. Maintenant, ces investissements ne génèrent pas des activités dans l'économie, vous aurez une situation où ces investissements vont commencer à envoyer des devises sous forme de dividendes à l'extérieur. Et peut-être qu'on n'est pas dans des situations alarmantes, je pense qu'il y a pas mal d'effets sur l'économie, mais la question, quel est l'effet réellement, le véritable effet, le mesurer, le quantifier, ça reste une question ouverte. Merci beaucoup, Mohamed Tahamouti. Alors, on va passer aux questions parce qu'il y en a beaucoup. J'appelle, vous êtes directeur des études économiques à Banca Maghrib. Beaucoup de questions sur cette année 2024, les leviers de croissance, les perspectives. On vous a entendu chacun d'entre vous. Je sais, Ayash Relaf, que tout à l'heure, il y a eu un petit problème de connexion qu'on vous a pas entendu, mais on a vu le diapositive sur justement la dette publique et la dette du Trésor. Il y a beaucoup de questions. Il y en avait une qui m'a intéressé, c'était celle de Aya, qui se demandait s'il y avait un seul levier de croissance qui n'est pas suffisamment activé. Alors tout à l'heure, Nabil Adel a fait beaucoup allusion justement à ces leviers potentiels.
peut-être vous donner la parole d'abord à Yash Relaf sur le levier de croissance. Vous parlez de la démographie, mais peut-être sur le volet des mesures qui sont déjà mises en place à accélérer pour accélérer la croissance économique dans les années prochaines. Ce serait lequel si vous deviez faire un choix? Si vous deviez, vous n'êtes pas aux manettes. Pour moi, le facteur capital humain, ça reste un facteur primordial pour toute croissance économique. Donc, le capital humain, donc c'est important. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a une sous-utilisation au fait de notre capital humain parce que si on voit ce qu'a fait le Maroc et ce qu'il fait le Maroc comme investissement dans le capital humain, c'est très important. Mais le problème, malheureusement, et donc je crois que je peux revenir aussi à ce qui a été dit tout à l'heure par mes collègues, c'est que la structure de l'économie nationale ne permet pas au fait d'absorber ce capital humain. Donc lorsqu'on a parlé de l'agriculture, au fait qu'il reste un facteur ou bien un secteur qui détermine, lorsqu'on voit aussi les services, où nous avons des services qui sont vraiment, c'est un petit peu, c'est le commerce qui a la part du lion dans le secteur des services. Donc nous n'avons pas au fait introduit assez de technologie dans notre économie. Parce que pour moi, je crois que maintenant, nous sommes sur un stade où il faut changer, au fait, de croissance économique qui devrait être, ou inclus, donc beaucoup plus basée sur la technologie. Et donc, si on introduit plus de technologie dans notre croissance économique, dans notre économie, on va utiliser plus le capital humain qui est formé. Et lorsque je parle de ça, ça veut dire que nous devons, en quelque sorte, donc, grimper dans les échelles de production internationale. Donc, on a parlé au fait des investissements directs étrangers. Donc, comment profiter de ces investissements directs étrangers pour faire un transfert de savoir? Donc, si on n'utilise pas un capital humain qui est formé, qui va en quelque sorte donc faire, donc c'est comme ça qu'on va avoir des effets multiplicateurs sur les. C'est comme ça qu'on va tirer profit de ces investissements directs étrangers. Et donc, et orienter plus l'investissement vers les secteurs productifs, vers les secteurs. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup investi dans les infrastructures, mais maintenant, il faut investir dans les secteurs, en particulier dans l'industrie. Donc, l'industrie, c'est vrai que attirer des investissements étrangers, c'est très important. Mais maintenant, la question se pose, c'est que comment profiter de ces investissements directs étrangers pour faire ce transfert de savoir. Et c'est ça ce qui est important. Et donc, et ça, moi, je crois que l'État, il a un rôle très important là-dessus. Donc, parce que quand tu es aussi toujours sur. C'est vrai que l'investissement public est important, mais l'investissement public il devrait aussi réorienter. Donc, on ne doit pas rester sur les infrastructures. Il faut que l'État aussi investisse dans. Parce qu'on ne va pas demander à l'investisseur national d'avoir beaucoup de risques pour investir dans des secteurs où il n'est pas très compétitif. Donc, ça veut dire que l'État aussi, on doit aussi avoir un État qui a, moi je l'appelle un État des développeurs, donc, qui investit dans le développement. Donc, et ça, c'est important. Donc, et donc, l'emploi, créer l'emploi, c'est ça. Donc, l'investissement pour créer l'emploi. Et donc, et je crois que, voilà, donc c'est l'utilisation en fait du capital humain. Et donc, pour utiliser plus le capital humain, c'est la transformation des structures économiques. Nabil Adel, alors j'ai une question piège pour vous. Elle ne vient pas de moi, hein. Elle nous vient d'un certain Mehdi qui nous pose la question suivante. Faut-il davantage de simplification administrative, de digitalisation, ou alors faut-il davantage lutter contre l'informel et que faire de plus? Alors, votre micro est déconnecté. Vous savez, je vais donner une image. Nous sommes en pleine Coupe d'Afrique et on voit un petit peu les résultats de l'équipe du Maroc. Et nous avons vu ce qu'elle a fait pendant la dernière Coupe du Monde. Alors, quand on sait que c'est la même équipe qui a joué avec un ancien entraîneur et c'est la même qui joue avec un nouvel entraîneur. Ce qui a changé, c'est le patron. Quand le patron a changé, les résultats ont changé. Alors que c'est la même équipe, ce sont les mêmes infrastructures, ce sont les mêmes personnes. Dans une économie, le patron, c'est le gouvernement, l'exécutif. Et vous pouvez prendre vous prenez un exécutif allemand, vous le mettez au Togo, avec le respect que j'ai pour ces deux pays, bien sûr. Au bout de quelques années, vous allez avoir des résultats très différents. Donc, c'est d'abord la capacité de l'exécutif à mener, à imaginer des réformes audacieuses et surtout avoir le courage de les mettre en place. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un débat intellectuel, donc on peut avancer des choses.
Aujourd'hui, quand on prend trois décisions, on augmente le SMIC, on augmente les fonctionnaires et on lance de grands chantiers de dépenses publiques. Alors, pour l'économiste que je suis, bien le chercheur en économie que je suis, ce sont trois boulets qu'on vient d'aligner les uns après les autres sur l'économie marocaine. Or, aujourd'hui, quand soit on est capable de résister à la pression à court terme pour envisager des réformes à long terme et des résultats à long terme, soit on va calmer la pression à court terme et puis quitte à ce que plus tard, on ait des résultats moins satisfaisants. Aujourd'hui, quand on voit la trajectoire de la croissance de l'économie marocaine, okay, c'est un indicateur qui est important. Il a ses limites, certes, mais c'est un indicateur qui est important. C'est une croissance, quand on voit la courbe, c'est une courbe qui est ennuyeuse. Il n'y a rien. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de jouer dans un couloir entre 2,5 et 3,5. Et vous pouvez, en ayant les prévisions météorologiques de l'année suivante, presque prévoir au dixième près le taux de croissance. Mais le taux de croissance qui est fait dans ce cas, c'est un taux de croissance qui dépend des aléas de la nature. Sur l'agriculture, l'agriculture est faiblement intégrée technologiquement, ce qui fait qu'on va toujours rester dans ce couloir de croissance. Le gouvernement qui va réussir à mettre en place 3 ou 4 réformes qui sont extrêmement importantes. D'abord, il faut arrêter l'hémorragie de la mortalité de l'entreprise marocaine. On parle de 15 000 et ça, ce sont les entreprises qui se déclarent. Maintenant, les entreprises qui sont en veilleuse abandonnées, le chiffre doit être beaucoup plus important que ça et ça fait peur. Cet indicateur, vous le couplez au fait qu'une personne qui travaille dans le public touche 2 fois plus en moyenne qu'une personne qui travaille dans le privé, et au poids du secteur public dans la croissance du Maroc au détriment de l'exportation, ce qui est logique pour une économie comme la nôtre qui veut aspirer à l'émergence, et vous avez un tableau qui vous dit que vous allez continuer sur ces taux de croissance pendant une longue période. Tant que vous n'avez pas réussi à déverrouiller ces éléments, la politique économique, qu'elle soit monétaire ou budgétaire, ne vont agir que sur 20-30% de votre croissance. Tant que vous n'avez pas réformé d'une manière structurelle votre tissu économique, c'est-à-dire avoir plus d'entreprises exportatrices, essayer d'enlever les freins qui tuent des entreprises annuellement à coup de dizaines de milliers, enfin on va dire de milliers d'entreprises pour ne pas exagérer, ben vous allez avoir toujours le même tableau. Pourquoi on a un informel qui est fort ou qui est développé? Parce que beaucoup d'entreprises ne se retrouvent pas dans le secteur formel. Et moi j'ai eu beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils me disent, moi, je dois payer des impôts alors que je n'ai même pas commencé à gagner de l'argent. Je dois payer des taxes professionnelles, je dois payer une cotisation minimale, je dois payer des choses alors que moi, je perds de l'argent. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes que rencontre la TPE marocaine, parce que ne nous racontons pas d'histoire, nous sommes à 99% du tissu économique sont entre TPE et PME. Les quelques grandes entreprises se comptent en centaines, voilà, on va dire un millier. Le reste, vous avez tout le tissu économique, ce sont des TPE et des PME. Or, quand nous avons l'arsenal juridique que nous mettons en place, c'est un arsenal qui s'applique à une grande entreprise. Il oublie que dans une entreprise, vous avez une TPE, vous avez 3 personnes, ou 2, auxquelles on demande de faire le travail de 10 personnes, en déclaration, en légalisation, en dépôt Donc, simplification. Simplification Non, et allègement fiscal. il n'y a pas que la simplification, c'est un état d'esprit. Hmm. Vous prenez par exemple une TPE, on va la faire attendre 3 mois ou 4 mois pour lui confirmer une commande. Quand on va la commande, on va la faire attendre 3 ou 4 mois pour réceptionner. On va la attendre 2 ou 3 mois pour la payer et il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup de TPE. Celles qui ont un peu de trésorerie, elles arrivent à s'en sortir. Mais l'écrasante majorité, elles font un exercice ou deux et puis elles meurent. C'est la raison pour laquelle tous les programmes de crédit
pour la promotion de l'emploi, le dernier en date, c'est Intelaka. Ce sont des échecs retentissants. Moi, quand je parle aux banquiers, ils me disent les gens ne payent pas Intelaka. C'est bon, ils ont commencé à ne pas payer. En tout Donc, cas, il y a eu quand des tu viens. impacts. En termes de création d'entreprise, il y a eu des impacts. Pardon? En Pardon? termes de création d'entreprise, il y a eu de l'impact. Écoutez, en termes de création, année 1, année 2, mais attendez, année 3, année 4, année 5. C'est ça, c'est comme ça qu'on juge. Hmm. Bien sûr, vous allez avoir mécaniquement des créations. Mais revenez 3 ou 4 ans plus tard. Si elles sont toujours là, je serai heureux et je vais applaudir de mes deux mains. Mais si on les a créées maintenant pour revenir 3 ou 4 ans après pour trouver que 90% ont disparu et on laissait de leurs ardoises aux banques, pas par de leur faute, parce qu'elles étaient de bonne volonté, ces entreprises, mais malheureusement, il y a un environnement qui dépasse tout le monde et qui écrase tout le monde. Et tant que au Maroc, nous resterons centrés sur le marché local et nous n'envisageons pas, pardon, je vais y arriver, nous n'envisageons pas de développer le marché extérieur, sachant qu'on a beaucoup d'atouts, ben, c'est une économie qui va tourner en circuit fermé. Ok, c'est ce circuit Alors, fermé qui est mortel pour l'entreprise. Mohamed Tahamouti, justement, quel est le rôle aujourd'hui de Banque Al-Maghrib dans le financement de l'économie nationale, notamment pour soutenir les PME aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises? Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre en 2024-2025 de Banque Al-Maghrib? Comme vous le savez, d'abord, cette problématique de l'entreprise, surtout de la TPME, c'est une problématique qui est récurrente. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas regarder que d'un côté, parce que à la Banque centrale, on a fait pas mal de travail de proximité au niveau des entreprises. Pendant plusieurs années, on a fait des tournées au niveau des régions, on a écouté les entreprises pour voir un peu quel est le problème. Euh, la meilleure manière de procéder dans ce cas, c'est de mettre face à face des entreprises, des banques et les autres parties prenantes. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? C'est que les entreprises, effectivement, ils se plaignent. Ils disent que, par exemple, l'accès au financement est difficile. Mais si vous mettez en face un banquier, il va vous dire, écoutez, ce monsieur vient avec un projet qui n'est pas structuré, il n'y a pas de business plan, il n'a pas de garantie non plus, donc il m'est difficile de lui donner le financement. Il va vous dire même plus, vous demandez à la DG, il va vous dire, écoutez, il présente des bilans qui sont faux. Maintenant, donc tout ça, qui a raison, qui a tort, je ne pense pas que c'est la question principale. Comment faire qu'il y ait une relation de confiance entre la TPME, sa banque, l'administration fiscale et ainsi de suite. Alors, pour revenir à la Banque centrale, évidemment, la question du financement est une question fondamentale. La Banque centrale assure le financement de l'économie d'abord en assurant la supervision d'une partie du système financier qui est le système bancaire, c'est le financier numéro un de l'économie. Évidemment, le rôle de la Banque centrale, c'est de s'assurer qu'il y a un secteur bancaire développé, bien résilient, qui a une bonne capacité d'octroi de crédit. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, pour le système bancaire en particulier, on n'a pas ce problème. La preuve est qu'on a un système bancaire qui existe dans plus d'une trentaine de pays à travers le monde. On est partout en Afrique, on est en Europe, etc. Le FMI même nous reproche qu'on a un système financier qui est peut-être même plus développé par rapport à la taille, au niveau de développement de l'économie. Mais au-delà de ça, donc il y a un système bancaire qui est résilient, qui est bien développé, qui a une bonne capacité d'octroi des crédits. La Banque centrale lui fournit des liquides, évidemment, il s'assure qu'il respecte les normes de prudentielles, mais elle lui fournit aussi des liquidités de manière hebdomadaire pour qu'il puisse donner des crédits. En fait, depuis quelque temps, depuis Covid, pratiquement toutes les demandes des banques en liquidité sont satisfaites, même s'ils sont exagérés. Si vous regardez un peu nos chiffres ces derniers mois, on octroie hebdomadairement quelque chose on dépasse en tout cas les 100 milliards de dirhams. Mais plus que ça, la Banque centrale est particulièrement sensible à ce segment dont parlait notre collègue depuis tout à l'heure, c'est les TPME. Donc, pour encourager les banques à être un peu plus favorables en faveur de ce segment, on a mis en place depuis 2012 déjà des programmes qui sont dédiés à la TPME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que chaque semaine, on donne à la banque
de l'argent autant qu'elle veut pour financer les entreprises et les ménages de manière générale, au taux directeur, mais sur une période d'une semaine renouvelable. Mais on lui dit que si vous donnez des crédits aux TPME, ramenez-nous ces effets sur l'entreprise, on vous donnera cet argent d'avance et on vous le donnera pour un an. Et tout ça pour que les TPME soient favorisées. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà en 2007, en 2011 et puis en 2014, on a fait des tournées régionales pour écouter les entreprises. C'est quoi votre problème? Ben, ils nous racontent beaucoup de choses. Évidemment, ils se plaignent des banques, mais aussi des procédures, mais aussi de l'informel. Ils se plaignent aussi de la corruption. Si vous regardez par exemple l'Enterprise Survey de la Banque mondiale, qui est une enquête régulière, en fait, les facteurs qui ressortent, c'est principalement, il y a l'informel, il y a les taux de taxation, il y a la corruption qui malheureusement dans notre pays ressort de manière assez flagrante. Si vous prenez l'accès au financement, il y a quand même si vous prenez l'enquête de 2013 et 2019, vous allez voir que l'accès au financement est passé, je crois, de la 3e à la 9e position en termes d'obstacles au développement des entreprises. Mais Donc, il y a eu un vrai effort. Exactement. Mais tout est relatif, évidemment. Mais c'est un problème récurrent. C'est jamais résolu. Il n'y a pas de mesure à mettre en place pour dire que ça y est, il n'y a plus de problème de financement ou autre chose. Ça, le progrès est un processus permanent. Permanent, même dans les pays les plus avancés. Maintenant, dernièrement, 2016-2019, la Banque centrale a pris l'initiative de faire ce qu'on appelle des traitements tripartites. On a mis en place la CGM, les entreprises, les banques et certains intervenants dans les domaines qui concernent l'entreprise et la Banque centrale. Et on s'est mis face à face. C'est quoi votre problème? Vous les avez en face de vous. La première fois, il y avait un mémorandum qui a été élaboré où chacun s'engageait parce que les banques disent aussi qu'on s'attend des entreprises à ce qu'ils s'engagent sur la transparence. Comme dit notre gouverneur, le Sijouari, il dit que parfois les banques disent que les entreprises ont 3 bilans, un pour le fisc, un pour la banque et un qui est réel, où il y a peut-être un peu de bénéfices, mais celui qui est présent ailleurs, c'est pas ça. Évidemment, il faut tout relativiser et c'est à travers un dialogue régulier qu'on peut résoudre ce problème, mais comme j'ai dit, jamais de manière permanente. Maintenant, ce que la Banque centrale fait aussi, c'est qu'on fait un suivi auprès des banques. On a des réunions trimestriellement au niveau directeur. On a des réunions semestriellement au niveau du gouverneur et des présidents des banques, où cette question des TPME revient souvent. On fait un suivi très fin au niveau des conditions tarifaires et de crédit et des garanties qui sont appliquées aux TPME. Donc, il y a ce dialogue qui est instauré. Et c'est un travail de tout. Je pense qu'au niveau Maroc, il y a un guide qui a été fait par le ministère des Finances il y a quelques années. Quand vous regardez le nombre de mesures en faveur des TPME, évidemment, qu'est-ce qui est réellement effectif, qu'est-ce qui ne l'est pas, il y a une volonté de tout part. Et si on continue à dialoguer, qu'on peut atténuer de manière continue de l'acuité de ce problème. Donc voilà, je m'arrête là pour ne pas accaparer la parole. Alors messieurs, peut-être une dernière question avant de nous poser, juste pour conclusion, votre souhait pour cette année 2024, votre souhait en matière économie bien sûr. Une dernière question de Hicham qui se pose des questions sur l'impact de la sécheresse pour l'économie nationale. Est-ce que Ayash Relaf, Nabil Adel, vous partagez une inquiétude relative pour cette année 2024 où on doit encore être un peu prudent et attendre un petit peu? Ayash Relaf ou Nabil Adel. Oui, alors écoutez, excusez-moi, allez-y, monsieur Khalaf, allez-y, monsieur Khalaf. Mais non, comme je disais, c'est vrai que l'année agricole, cette année, donc, il va déterminer plus ou moins en quelque sorte donc, la croissance économique. Donc, c'est vrai, donc nous, on table sur une croissance économique de l'agriculture qui est dans les alentours de 2,5%. Donc, et ça va impacter la croissance économique, bien sûr. Et d'ailleurs, donc maintenant, jusqu'à présent, donc vous voyez, donc il y a la pluviométrie qui reste donc faible. Donc c'est un facteur qui va être déterminant aussi pour la croissance du secteur agricole. Et comme je disais tout à l'heure, donc le secteur agricole, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande, donc c'est quand même un facteur qui est très, très important. Donc même si
Le secteur agricole, donc, comme part dans le PIB, donc, n'est pas vraiment très fort, donc, de 10 à 12%. Mais du côté impact, il est très important. Donc, c'est ce qui fait la volatilité de notre croissance économique. Et, et ça se voit que cette année, nous sommes déjà là. Si on voit aussi déjà, il y a un autre indicateur qui est alarmant. Maintenant, on parle beaucoup plus de l'eau. Donc, Bien l'eau, sûr, j'allais venir. le remplissage des barrages, donc qui est à des niveaux qui sont très bas. Donc, ça veut dire que vraiment, donc, l'agriculture, donc, et d'ailleurs, l'agriculture, c'est le secteur qui utilise le plus d'eau. Donc, tous ces facteurs-là, ils font du secteur agricole, son impact sur la croissance économique est primordial. Et donc, ça va impacter sûrement la croissance économique cette année. Nabil Adel, Le problème quand on analyse la croissance économique en matière de sécheresse, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Alors, quand on fait des taux de corrélation et des régressions, tous les calculs économétriques, qu'on a à notre disposition pour modéliser la croissance de l'économie marocaine. Alors, on va trouver que 75%, c'est de l'ordre de la générosité du ciel et 25%, c'est de l'ordre de la politique économique. Raisonner en termes de sécheresse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous reconnaissons n'avoir aucune capacité à développer des politiques économiques qui nous sortent de ce cercle infernal, où chaque année on a les yeux rivés sur le ciel pour attendre sa générosité. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est comment augmenter la part du secteur non agricole dans l'économie et ne pas rester sur un taux de croissance de 2 à 3%, parce que 2 à 3%, c'est légèrement plus que le taux de croissance démographique. Donc, si aujourd'hui on arrive à faire un secteur non agricole qui augmente à 5, 6, 7%, là on va diluer l'impact de la croissance agricole sur la croissance globale. Mais aujourd'hui, nous avons un secteur non agricole qui augmente de 2-3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un secteur qui se maintient à peine. La croissance provient de deux sources, mathématiquement. Soit des entreprises existantes qui augmentent leur valeur ajoutée, soit de nouvelles entreprises qui se créent. À 3%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à peine en train de se maintenir. L'un dans l'autre, on est à peine en train de se maintenir. Or, nous sommes une petite économie. On parle de 130 à 140 milliards de dollars. Des économies qui sont à, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 trillions de dollars, ils font les mêmes taux de croissance que nous. C'est là où nous avons le problème. C'est là où le débat doit se situer. Nous avons mis en place beaucoup de plans. OK. Juste pour vous donner une image. Ce que nous avons fait en automobile, c'est une belle histoire de succès. On en convient, on aurait pu faire mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Pour décoller économiquement, il faut avoir 6, 5, 10, 12 secteurs qui décollent en même temps que l'automobile. C'est comme ça qu'un pays comme la Turquie fait, c'est comme ça que les pays du Golfe font, c'est comme ça que les pays d'Amérique latine font ou les pays de l'Europe de l'Est font, quand ils sont en stade d'émergence. Ça veut dire que ce que nous avons fait en automobile, nous devons avoir 10 secteurs qui décollent à la même vitesse. Là, on va avoir un effet d'entraînement fort et on va s'inscrire dans un cycle de croissance à long terme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons l'automobile, l'aéronautique, mais c'est petit, et nous avons le tourisme, où nous commençons à faire du bon travail. Tant qu'on n'aura pas créé 10 secteurs comme ça qui décollent en même temps, on va rester à chacun de se poser la question, quelle sera la précipitation cette année? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Et puis voilà, on va tourner autour des mêmes débats. Je vous assure que quand j'étais étudiant, dans les années 90 du siècle dernier, on avait exactement les mêmes débats à l'université Hassan II de Casablanca, avec nos profs. C'est toujours les mêmes débats. Et je me rappelle bien qu'on avait un prof qui nous disait, on ne va pas commencer le 21e siècle en attendant toujours la générosité du ciel. Si je le rencontre aujourd'hui, je vais lui dire, 3 décennies après, nous sommes toujours dans ce même débat. Allez, pour conclure, je vais demander un souhait à chacun. Peut-être on va commencer par vous, Ayash Khelaf. Le souhait pour 2024, votre souhait pour 2024, économiquement bien sûr.
Économiquement, donc, on espère donc réaliser plus de croissance économique, ça c'est très important, et donc aller plus en avant. Donc, mais je reste optimiste au fait pour le futur dans notre pays. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses qui se font, et je crois que, mais l'important c'est un petit peu c'est l'accumulation. Donc, et l'accumulation, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est très, très important. Donc, je crois que ce qui est maintenant, même aussi l'État, c'est vrai que on peut critiquer un petit peu les politiques économiques et tout ça, mais l'effort qui se font avec maintenant, déjà, ce qui se fait dans le domaine social, c'est important. Ce sont des choses, en fait, qui renforcent aussi la croissance économique et aussi l'investissement qui se fait. Donc, ce sont des éléments pour moi qui restent un petit peu donc des vrais des facteurs qui vont contribuer donc à plus de croissance économique. Votre Merci. souhait économique, Mohamed Tahamouti, pour 2024? C'est la croissance et l'emploi, je dirais, mais je voudrais d'abord préciser que c'est pas la croissance, ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a même un livre, un grand économiste qui avait écrit un livre qui s'est intitulé The Mystery of Economic Growth. Il y a un mystère derrière. Si je prends le cas du Maroc aujourd'hui, il fallait peut-être qu'on a quelque chose qu'on n'a pas fait, de planter le décor. La croissance est affectée par des facteurs exogènes et évidemment de la volonté, des réformes, de la politique publique. Maintenant, les facteurs exogènes, on ne peut que croiser les doigts. Il y a le ciel, comme vous l'avez bien dit, et j'espère que les choses vont changer, mais même s'ils ne changent pas, je pense qu'il y a de la volonté quand même d'aller de l'avant, de chercher des solutions alternatives. Je ne sais pas tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y a un deuxième facteur exogène très important, c'est l'environnement externe. L'environnement externe, c'est mixte, c'est très incertain, c'est volatile, c'est une remise en cause du multilatéralisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est importante. Les moteurs de la croissance de l'économie dans le monde sont en train de s'affaiblir par rapport aux années 90. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti l'année dernière où 80% des pays avancés, 75% des pays en voie de développement connaissent une décélération structurelle de la croissance, y compris le Maroc. Donc c'est beaucoup plus fort que le Maroc. Même les pays qui étaient des dragons, les pays qui performaient, le Chili, tout ça, qui avaient des taux de croissance élevés, la Chine, il y a une décélération globale de l'économie mondiale. Et d'ailleurs, le FMI, la Banque mondiale le précisait, même à moyen terme, les taux de croissance qui sont annoncés sont les plus faibles depuis des décennies. Mais en même temps, cet environnement externe offre des opportunités. Parce qu'il y a toute cette configuration des chaînes d'approvisionnement. Peut-être que le Maroc se place bien, peut-être qu'on pourra en profiter pour tirer l'économie. Donc, face à cette situation, vous avez les autorités publiques. Il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que le Maroc est un pays réformateur. Si vous regardez le nombre de chantiers, le nombre de réformes d'envergure qui sont lancées ces dernières années, c'est énorme. Donc il y a une forte volonté politique d'aller de l'avant. Je ne dis pas que ça paye, mais je dis qu'il y a la volonté politique d'aller de l'avant. Deuxièmement, il y a des réalisations qui réconfortent. Il y en a plusieurs depuis quelques années. Évidemment, il y a sur la stabilité politique, mais sur le plan diplomatique de ce qu'on réalise. Mais il y a beaucoup de choses que le Maroc a réalisées, des avancées importantes en termes de son positionnement régional, international. On est sorti des listes grises. N'oubliez pas que nous avons réalisé les assemblées annuelles du FMI, de la Banque mondiale, qui était un grand succès. Au niveau du Fonds monétaire international, on bénéficie d'un accord qui s'appelle la facilité de crédit modulable, qui n'est donné qu'aux pays qui ont des fondamentaux économiques solides. Ça veut dire que le FMI juge qu'on a des fondamentaux solides. On a une facilité pour la résilience. Il y a beaucoup de réalisations, beaucoup d'ambition. Maintenant, c'est quoi le paradoxe? C'est que tout ça devrait normalement converger vers la croissance et l'emploi. Parce qu'in fine, c'est ça ce qui importe. In fine, pour la population, l'objectif de toute politique publique, c'est que la population améliore son niveau de vie, donc il y ait des emplois décents et de la création de valeur. Malheureusement, effectivement, on ne voit pas ça encore. Hein. Et si on regarde, par exemple, depuis 2013 à peu près, la croissance non agricole se situe sur un palier assez bas. En termes de création d'emplois, la situation, on n'en a pas beaucoup parlé, la situation n'est pas réjouissante, sachant que le taux de participation est très faible. On a moins d'une femme sur 5 qui est sur le marché du travail.
on a moins d'une personne en âge d'activité sur deux qui est sur le marché du travail. Ça veut dire que le marché n'est pas attractif. Maintenant, la grande question qui se pose, pourquoi tous ces efforts et ces réalisations en termes de positionnement et tout ça, pourquoi on ne les va pas encore dans la croissance? Ben, mon souhait, c'est que j'espère que la mayonnaise va prendre bientôt et qu'on voit tout ça sur la croissance et sur l'emploi. Merci Mohamed Tahamouti. Nabil Adel? Écoutez, moi j'ai un souhait pour 2024, puisque que nous venons de démarrer, c'est que l'équipe du Maroc remporte la Coupe d'Afrique. Bon, ça, j'aimerais bien que. Et croyez-moi, ça a un grand impact sur le moral des Bien sûr. Marocains. Et vous savez que les meilleurs taux de croissance réalisés par la France étaient en 98, juste après la Coupe du Monde. Oui. L'économie, c'est beaucoup de psychologie. Et quand on est optimiste, on consomme, on investit. Et des événements pareils contribuent à cet optimisme. Donc j'espère que l'équipe du Maroc va gagner cette Coupe d'Afrique. Alors, Inch'Allah, doublette 2024 et 2025. Et 2025. Et 2025. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà commençons par 2024, puis après on verra pour Oui, 2025. bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Ayash Relab, secrétaire général du Haut-Commissariat au Plan, d'avoir été avec nous ce soir. À très bientôt. Merci. Professeur Nabil Adel, merci beaucoup encore une fois, enseignant-chercheur à Merci pour l'ESTA, à l'école l'invitation. de Merci pour management. l'invitation. Merci pour l'invitation. Et merci encore à Mohamed Tahamouti, directeur des études économiques au sein de Banque Al-Maghrib. À très bientôt également. Merci beaucoup et bonne soirée. Très bonne soirée à tous, excellente soirée, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. On remercie bien sûr nos partenaires et bien entendu webinaire à retrouver sur la page YouTube de la Chambre britannique. À bientôt. À bientôt. Merci.